Je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais monté en forestier. Et pourtant, s'il y a bien une maison qui ces dernières années a su attirer mon attention, c'est celle-ci. La maison forestier fait partie de ces marques qu'on pensait endormies, reléguées aux souvenirs d'une autre époque, et qui réussissent le pari de revenir. Non pas en criant plus fort que les autres, mais en parlant mieux, plus juste, avec du fond et de l'intention. Ce que j'admire profondément chez Forestier, c'est cette capacité à s'être réinventé avec élégance, à renouer avec sa communauté sans jamais chercher à imposer quoi que ce soit. C'est à mes yeux le seul cellier qui a véritablement compris ce qu'était la communication moderne. Pas une vitrine brillante, mais une conversation sincère avec ceux qui aiment, qui montent, qui cherchent, qui doutent parfois. Bref, les cavaliers. Forestier n'est pas un mastodonte inaccessible, froid, impersonnel. C'est une maison à taille humaine portée par des valeurs que je reconnais et qui me touchent. La proximité, la qualité, la passion du travail bien fait. Et ce n'est pas un hasard si elle est représentée par des cavaliers comme Nicolas Touzin ou Grégory Wathelet. Des légendes du haut niveau, exigeants, discrets et respectés de tous. J'ai eu l'occasion de travailler aux côtés de cavaliers forestiers, de toucher leur sel, d'observer les détails, de voir la souplesse du cuir, la finesse des finitions et cette recherche constante d'harmonie entre technique, esthétique et confort. Et moi, le souci du détail, c'est quelque chose qui me parle profondément. Et puis, il y a eu notre rencontre avec Barbara, la directrice de la maison, que nous avons interviewée pour l'occasion. Une femme forte, inspirante, brillante, sportive, passionnée. Le genre de personne qu'on a envie d'écouter, de suivre et de soutenir. Alors aujourd'hui, je suis vraiment fière de vous annoncer que la Maison Forestier devient partenaire de Heimen Equestrian. Et même si je n'ai jamais monté en forestier, je crois que si je devais tout recommencer aujourd'hui, c'est vers eux que je me tournerais. Parce que leur univers me parle et que leur travail m'inspire. Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Lorsqu'on a créé ce média en 2019, la mission que l'on s'était fixée était assez simple, mettre en lumière ce sport, notre sport. Celui qui, depuis toujours, nous anime, celui qui nous fait rêver, celui qui donne un sens à nos vies personnelles mais aussi professionnelles. Et bien sûr, la majorité de nos invités sont des cavaliers. Ce sont tous ceux, toutes celles que l'on admire dans les championnats, que l'on observe pendant des heures au paddock, ceux qui nous semblent avoir atteint un niveau d'excellence que l'on aspire à décrypter. Mais les entrepreneuses et les communicantes que nous sommes sont aussi avides de rencontres un peu différentes, de plonger dans des univers de marque, dans des histoires entrepreneuriales, dans les coulisses de notre industrie. Forestier fait partie de ce cercle restreint de marques qui ont, elles aussi, marqué l'histoire de notre sport. Comme nous le rappelle Barbara dans cet épisode, on a tous et toutes, ou presque, commencé à monter à cheval dans une forestier. Je me revois encore dans la cour du centre équestre que gérait mon père, avec dans la main droite la longe de mon poney Vagabond, prononcé Vadabon par la petite fille de 3 ans que j'étais alors, et sur le bras gauche une petite selle forestier avec des petits étriers de sécurité en acier qui avaient un plancher blanc et des élastiques marrons. J'avais même un casque blanc, quelle drôle d'idée. Tout depuis cette image, depuis ce souvenir a changé, ma démarche, ma monture, mes équipements, à l'exception d'une chose peut-être, ma selle, ma forestier. Le groupe Voltaire a réussi ce pari, faire revivre la marque Forestier, lui donner du sens et une place pour continuer sa mission. Et la semaine dernière, à Équitalion, on a pris le temps de rencontrer la directrice de la marque Forestier, Barbara Sayous. Ensemble, on a parlé d'innovation, de sens, de vie d'entreprise et croyez-moi, cet épisode est passionnant. Alors bonne écoute à vous. Salut Barbara. Bonjour.
Merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec nous, de nous avoir sollicités. Et moi, je suis vraiment très contente de faire cet épisode avec toi parce qu'en plus, tu le sais, la Maison Voltaire, la Maison Forestier, ça me tient beaucoup à cœur et je sais qu'on a énormément de choses à se dire. Parce qu'aussi, on suit beaucoup ce que tu fais comme travail pour le groupe Voltaire, pour le groupe Forestier, on va dire en termes de marketing communication. Tu es très forte et nous, on s'inspire beaucoup du travail que vous faites au quotidien. Et aujourd'hui, si on se retrouve ici, en parallèle d'Equitalion, si on prend cette heure-là pour échanger ensemble, c'est vraiment pour essayer de mieux comprendre un petit peu les racines de Forestier, mieux comprendre l'écosystème qui entoure la marque, mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise, parce que je le sais, je suis venue chez vous et j'ai quelques infos en interne. Je sais que vous faites énormément de choses qui sont super intéressantes, qui sont innovantes, qui sont... je pense, qui ouvrent la voie aussi pour les sports équestres vers des nouveaux modèles d'entreprise, vers des nouveaux modèles de marque, vers des nouvelles façons de faire fonctionner un business, de faire fonctionner une marque comme Forestier. Donc on va avoir plein de choses à se dire. Mais avant ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore, Barbara Sayous, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, nous raconter un petit peu brièvement ton parcours depuis quand tu travailles pour le groupe Voltaire et au sein de la Maison Forestier, et puis ce que tu fais à côté, ce que tu as fait avant, parce qu'il y a une petite histoire quand même qui justifie et qui explique où tu en es aujourd'hui. Déjà, merci pour tes gentils mots sur la dynamique du groupe et de la marque et tout ce qu'on met en place, parce qu'il y a beaucoup d'équipes derrière, donc ça fera plaisir à tout le monde. Donc, je suis Barbara, la directrice de la Maison Forestier et la responsable marketing du groupe Voltaire. Voltaire qui est une marque essentiellement à l'étranger, donc les Français ne la connaîtront peut-être pas, même si on a le fameux Steve Garda qui monte dans les selles. Mon parcours, il est un peu atypique. Je suis une passionnée d'équitation depuis toujours. Je baigne dans ce milieu depuis toute petite, de par mon papa. Quand je suis née, il y avait des chevaux chez moi, donc j'ai tout de suite monté à cheval. J'ai tout de suite eu un poney qui est né la même année que moi, donc j'étais obligée de mettre le pied à l'étrier. J'ai toujours aimé monter après les cours. Tout à l'heure, Nicolas disait je lâchais mon cartable pour aller monter et je me reconnais vraiment là-dedans. Je rentrais chez moi, je lâchais le cartable et boum, j'allais tout de suite voir les chevaux, que ce soit pour jouer à l'indienne dans le champ quand j'étais petite ou pour préparer des compétitions. J'ai tout de suite aussi accroché avec la compétition et donc, par définition, été sur des terrains de concours. Que ce soit d'un côté d'organisateur, avec mon père qui organise les 5 étoiles de Pau, donc dans les coulisses, ou d'un côté compétiteur, avec le sport que j'ai pu faire avec ma jument qui m'a portée pendant des années en concours complet. Donc voilà, cavalière, passionnée, mais aussi entrepreneuse dans une entreprise. Dans l'âme en tout cas. Dans l'âme, c'est sûr, mais... Dans le groupe Voltaire, on est entrepreneur. Hein. Quand on est salarié dans le groupe Voltaire, on est clairement entrepreneur. On a tout en main pour faire ce dont on a envie et pour porter nos marques. Donc voilà. Ça fait combien d'années que tu es chez eux ? Ça va faire 10 ans en 2026. Quand même. Ouais. On rentre en alternance et puis gravir un peu les échelons, grandir avec les marques, avec la confiance de Brice qui est le fondateur. Ça va faire 10 ans, dis donc. Est-ce que tu pourrais nous retracer un peu l'histoire de la Maison Forestier depuis sa création ? Et puis après, j'aimerais bien, je ne savais pas trop par où commencer, mais j'aimerais bien que toi, tu nous parles aussi de ton parcours dans la maison. Comment est-ce que tu as évolué ? Ça m'intéresserait. Bien sûr. Donc la maison, elle est plutôt connue. On la connaît parce qu'elle est depuis 1950 ancrée dans le paysage français. C'est Jean Forestier qui l'a créée, qui est un autodidacte et un amoureux du cuir. Il a eu des clients qui sont venus vers lui en lui disant « Je veux une selle pour mon cheval ». Bon, très bien. Autodidacte, il a fait plein de selles, il a travaillé dans ses ateliers, il a pris un cheval qu'il a mis à côté des ateliers pour pouvoir concevoir les selles, tellement il était à fond dans le projet. Puis ça a été un véritable succès très rapidement. Il a aussi innové dans la sellerie, il y a plein de petites choses qu'il a fait dans l'artisanat qu'on ne sait pas quand on est cavalier, mais il a inventé l'agrafe, il a inventé plein de manipulations de la sellerie pour aller plus vite, pour concevoir des produits de plus haute qualité.
Donc c'est quelqu'un qui a fait évoluer ce milieu-là, évoluer les produits. Il a inventé la monoquartier notamment. Donc voilà, c'est une maison qui a énormément innové depuis sa création, qui a tout de suite connu le succès avec notamment Pierre Durand et Japlou, leur victoire aux Jeux Olympiques. On a la selle de Durand au sein de la maison Forestier, donc c'est quand même un véritable clin d'œil. C'est une maison qui a aussi connu des hauts et des bas, il faut le dire, qui dans les années 2000 était plus trop tendance, si on peut dire ça comme ça. Qui a manqué d'innovation, qui a manqué de fraîcheur. Ça a raté le virage un peu. Clairement, de nouveaux celliers se sont émergés et ont été beaucoup plus dynamiques. Et c'est vrai que ça a creusé le vide, un creux entre eux et la maison. Donc en 2016, quand on a repris la maison, c'était un peu un géant endormi. Tout le monde connaissait, mais tout le monde pensait que ça s'était arrêté. On ne savait pas trop dans quel marché ils étaient. Est-ce qu'ils faisaient du jumping? Est-ce qu'ils faisaient des clubs? Est-ce qu'ils faisaient du loisir? C'était vraiment un positionnement très flou. Ou que du concours complet? Parce qu'il y avait quand même ce positionnement fort du concours complet. Alors quand on a repris, pas tellement. Ah ouais, ok. Ouais, c'était pas hyper ancré. L'image, moi, que j'en ai en tout cas, comme ça, mais ok. Tu vois, comme quoi, c'est je pense, aussi l'histoire du passé. Il y avait quelques cavaliers de complet, mais c'était quand même... L'histoire de la marque, elle a été portée par Pierre Durand, donc Jumping, et après, surtout par les clubs, parce que quand on commençait à monter à cheval, c'était toujours dans une Forestier. Tout le monde nous dit « Ah, ma première selle, c'était une Forestier, je l'ai encore dans ma sellerie, elle est dans mon salon. » Tout le monde, il y a tous les cavaliers qui ont commencé à monter à cheval, ont commencé avec une Forestier. D'ailleurs, Pierre Durand aussi a sa selle dans son salon, parce que nous, on l'a vu. Elle est dans le salon. Quand on est arrivé pour la petite anecdote pour les auditeurs, quand on est arrivé chez Pierre Durand, il y a beaucoup d'éléments de Japlou chez Pierre Durand, et il y a au centre du salon la selle qui est une Séoul, c'est ça, non? La Séoul qui est au centre du salon avec le tapis et le filet de Japlou. Waouh. Ouais. C'est ouf. Vraiment, c'est dingue. Donc tu vois, cette selle existe bel et bien, encore. C'est dingue. C'est dingue. Et on lui a donné une seconde vie, puisque la Séoul est toujours dans la maison et aujourd'hui portée par de très beaux et très bons cavaliers, comme Greg Watley récemment. Donc ça, c'est aussi une histoire, je trouve, pour une maison hyper ancrée, qui a une véritable histoire derrière elle, qu'elle soit encore au goût du jour et qu'elle performe aujourd'hui encore sur de très belles épreuves. C'est beau. Je pense que les auditeurs le savent parce que je crois qu'on l'a déjà mentionné à plein de reprises, mais moi, dans mes études, j'ai donc fait mon stage à l'étranger avec le groupe Voltaire au tout début du groupe. Donc à l'époque, je crois que le nombre de salariés, c'était une dizaine, une vingtaine, j'en sais rien, au total, mais peut-être une vingtaine. Donc avant toi encore. Et c'est vrai que Brice, donc le fondateur, Brice Goguet, que du coup je connais bien, je l'ai toujours trouvé extrêmement brillant, déjà, extrêmement visionnaire. Il a quand même ce truc où il projette, c'est un entrepreneur déjà, assurément, mais aussi il a ce truc, c'est un rêveur quand même. Brice, il est un peu sur sa planète, il m'en voudra pas de le dire, mais c'est vrai, il projette plein de choses, il a une vision, il a toujours des idées. Moi, je me suis demandé, quand le groupe Voltaire a racheté la maison Forestier, a réintégré la maison Forestier, pour quelles raisons, comment il projetait la marque, puisque effectivement, c'était un peu la belle endormie. La marque avait eu une très belle vie de sport, mais les cavaliers de sport ne la portaient plus. Il n'y avait pas vraiment d'activité, de nouveauté, d'innovation. Comment il a projeté les choses à un moment où le groupe était vraiment dirigé vers l'international, le marché français n'était pas du tout développé, vous n'aviez pas de réseau, vous n'aviez pas encore vraiment la vision immergée du marché français. C'était quoi, on va dire, le statement, la mission de départ quand Forestier est arrivé chez Voltaire ? Comme tu l'as dit, Brice est visionnaire et lui, il avait la vision, très clairement. La première chose qui lui a sauté aux yeux, c'est que cette maison ne pouvait pas mourir. Il ne voulait pas que cet artisanat français, cet héritage, cette belle marque meure. Donc c'est son premier souhait quand il allait se rendre dans les ateliers pour faire le rachat. Ensuite, il voyait le potentiel, très clairement. Il voyait les marchés qui n'étaient pas forcément bien adressés, comme le concours complet. Il voyait les opportunités et il s'est dit banco, on y va, on fonce. On a Voltaire aux États-Unis qui performe. C'est peut-être l'occasion d'avoir ce tournant pour le marché français.
Donc c'était un pari, parce qu'il fallait oser reprendre une belle endormie comme ça. Mais il avait clairement la vision dans la tête, et c'est sa grande force, c'est qu'il voit très loin, très vite, mais il l'avait. On peut penser qu'une selle, c'est une selle et que ça restera toujours une selle. Je veux dire, si on prend la selle qui est dans le salon de Pierre Durand, de l'extérieur, on va dire, oui, c'est une selle. Enfin, c'est la même selle, c'est la même Séoul. Tout ce travail de recherche et développement, tout ce travail d'innovation, tout ce travail de recherche technique, de tests, etc., on a du mal à le voir en fait de l'extérieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Comment est-ce que toi, tu peux expliquer en quoi ça consiste finalement le travail de recherche et développement sur une selle dont on a l'impression que finalement c'est un peu comme une montre ad vitam aeternam, le même fonctionnement, le même mécanisme ? Déjà, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que la selle, c'est vraiment le lien avec le cheval quand on est cavalier. C'est quand même la première chose quand on monte à cheval, c'est mettre une selle, quoi. Donc c'est un lien avec le cavalier qui est précieux et qui est hyper technique. Donc la selle, elle a aussi évolué avec les sports équestres. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas dans le podcast. Les sports équestres ne font qu'évoluer et les produits doivent suivre ces sports équestres qui évoluent dans le bon sens. Donc les selles sont plus fines, plus légères, plus souples. Voilà, il y a plein de critères suivant les marques et suivant les stratégies, mais elles vont dans le sens du sport, en tout cas, pour répondre à ces critères qui évoluent, qui sont la vitesse en jumping, qui sont le confort du cheval, le bien-être, etc. Donc c'est un produit qui ne cesse d'évoluer et qui, à mon avis, va encore beaucoup évoluer. Je ne sais pas dans 10 ans si on se dira que ça ressemble exactement à la même chose, mais si on prend la selle de Pierre Durand qui est dans son salon et qu'on va sur le stand aujourd'hui, on va voir plein de différences, que ce soit dans la qualité du cuir, que ce soit dans les coutures, dans la manière dont c'est fait. Ça n'a plus rien à voir. Tu nous le disais, tu es directrice de la Maison Forestier, mais aussi responsable marketing de Voltaire. Et moi, je ne peux que souligner quelque chose, c'est que Forestier, si ils étaient en retard, ont pris le tournant et le virage de la communication comme personne aujourd'hui. Vous êtes très fort en ce terme-là. Je pense surtout que je trouve que vous êtes précurseur, presque même, dans la communication et le marketing aujourd'hui. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que là, il allait falloir créer un job de rêve, être beaucoup plus présent et être beaucoup plus agressif dans la communication ? Est-ce que tu peux raconter l'histoire de job de rêve ? Parce que je la connais et je la trouve dingue. Alors, l'histoire de job de rêve, c'est Brice qui m'a appelé un jour. Il était aux États-Unis. Moi, j'étais alternante à Bidart, dans les locaux. Et il me dit, va dans une salle, pose ton téléphone, prends un stylo, écris. Très bien, je m'exécute, je vais dans la salle et puis il me dit t'es cavalière ? Oui, je suis cavalière, merci Brice. Qu'est-ce que c'est pour toi le job de tes rêves ? Le job de mes rêves, c'est d'être payé pour monter à cheval. Très clairement, c'est le rêve de tout le monde, non ? Tu fais ta passion et t'es payé, c'est génial. Ok, écris, payé pour monter à cheval. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre ? Je veux que tu me donnes une selle, je veux que tu m'équipes, je veux avoir le casque à la mode avec des paillettes, je veux être full équipée de la tête aux pieds. Ok, écrit équipée de la tête aux pieds. Et puis, qu'est-ce que tu veux d'autre ? Je veux monter avec les meilleurs cavaliers du monde. Je veux apprendre des meilleurs. Ok, écrit. Et puis, en fait, on avait fait la phrase monter à cheval en étant payé, rémunéré, équipé de la tête aux pieds. Et le concept est né comme ça. On s'est dit, banco, on le fait. On l'a fait en 2 mois. Les premières années, c'était tourné à l'iPhone. Enfin, mais c'était déjà très quali et très professionnel pour à cette époque-là. Hein. Et puis, c'était novateur, en fait, surtout. Oui, voilà. En fait, c'est le concept qui a porté. Parce que quand on regarde les images aujourd'hui, on se dit, mais mon Dieu, comment on a pu sortir ça ? Tu sais, quand on réécoute les premiers épisodes de Hymen Equestrian, on se dit, oh mon Dieu. C'est vrai, ça. Moi, Brice, il m'avait dit qu'il avait vu passer un truc genre le job de rêve en Australie. C'était un truc peut-être concours d'influence et tout, et qu'il avait switché en se disant mais incroyable, c'est ça qu'il faut faire. En fait, il l'a vu dans un magazine, je crois que c'était Harley Davidson ou une marque de moto qui te payait pour faire le tour de l'Amérique en Harley et faire un peu de contenu. Il s'est dit comment on peut faire ça, mais il a vraiment amené le truc en se projetant en tant que cavalier. Qu'est-ce que tu veux ? Parce que il voulait être dans le mille et c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est créé, mais il a toujours
cette pensée de faire le parallèle sur des choses qui ont fonctionné qui est hyper fort. Et du coup, pour le marketing et la com, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une stratégie? Est-ce que ça a été des opportunités? Est-ce que c'est parce que toi, tu avais tellement la fibre comme marketing que finalement, vous avez eu plein d'idées et que ça vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui? Mais comment est-ce que vous avez fait pour récupérer une marque et faire en sorte que quelques années plus tard, on estime, en tout cas, c'est l'énoncé que faisait Léa il y a quelques minutes, mais elle trouve que vous êtes précurseur en termes de marketing et de com. Déjà, le constat, c'était que la marque était endormie. Donc, il fallait la réveiller. On s'est dit, comment on peut réveiller une endormie? Très clairement, les réseaux étaient en train de se lancer. Il n'y avait pas beaucoup de celliers dessus. On s'est dit, on va raconter notre histoire. On va revoir notre logo avec la communauté. On avait les anciens, on a récupéré tous les comptes de Forestier quand on a repris. On leur a dit, on est en train de refaire le logo. On vous propose 3 logos, lequel vous préférez. Et on a tout construit comme ça. Les noms des selles, les nouveaux produits. On a embarqué notre communauté de A à Z au début. Et c'est comme ça que... Je pense qu'on a créé une communauté qui est hyper dynamique et à fond dans le projet. Et en fait, ça s'est fait naturellement et on a toujours été dans les immersions, aller au contact des cavaliers, dans des interviews, cette envie de montrer un peu ce qu'on ne peut pas voir. Aussi parce qu'on est une équipe de passionnés, de cavalières, cavaliers et qu'on a envie de voir ce qu'on ne pouvait pas voir quand on était petit cavalier amateur. Donc je pense que notre volonté, c'était de mettre le sport au cœur de la marque, de quelque manière que ce soit, et essentiellement, on l'a fait sur les disciplines olympiques, mais on avait envie de mettre en lumière le sport à travers nos produits, à travers nos cavaliers, nos ambassadeurs, nos valeurs. Et c'est passé par les réseaux parce que c'était vraiment le truc en vogue, on va dire, et que personne ne le faisait. Aujourd'hui, il n'y a pas un concours, il n'y a pas une marque qui n'est pas sur les réseaux, qui n'a pas un réel super quali pour annoncer qu'il est à Équita-Lyon, pour annoncer des résultats de concours. Enfin, le métier de vidéaste s'est développé de façon incroyable ces dernières années. Vraiment, aujourd'hui, les réseaux, tout le monde est bon. Donc, il faut se différencier, il faut innover, il faut trouver des concepts. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'arriver au début. Donc, c'était, entre guillemets, facile de le créer avec la communauté. Quel rôle est-ce que toi, tu as joué là-dedans, personnellement, professionnellement, parce que tu es un des visages de Forestier. Je trouve que, alors je ne sais pas si c'est ta volonté, si ça a été fait naturellement, s'il y avait une stratégie derrière ça, mais tu portes la marque Forestier toi-même en tant que cavalière, en tant que jeune femme, en tant qu'entrepreneuse. Je crois que ça s'est fait complètement naturellement. Pour être honnête, moi, je voyais plus ma carrière en tant qu'organisatrice d'événements comme mon père qu'au sein d'une entreprise salariée. C'était clairement pas comme ça que j'ai été éduquée. Je suis plus l'âme entrepreneur que salariée. Mais Brice a su m'emmener là où il fallait, me guider, me mettre au bon endroit, au bon moment. Et c'est vrai que du coup, naturellement, j'ai porté la marque et elle m'a porté aussi, très clairement. On a grandi ensemble et j'espère qu'on grandira encore longtemps ensemble. Mais je me dis tout le temps, je me challenge tout le temps en me disant « Oh là là, faut pas que je vieillisse avec la marque et faut pas que les clients vieillissent avec la marque. Comment est-ce qu'on peut innover, faire de nouvelles choses, toucher les jeunes d'aujourd'hui qui ne parlent pas du tout comme nous, qui ne sont pas intéressés par les mêmes choses. Et quand, par exemple, on a des nouvelles stagiaires dans l'équipe marketing et qu'elles me parlent, je me dis, mais waouh, il y a un fossé entre nous qui est dingue. Et en fait, c'est génial parce que ça nous rajeunit. C'est aussi pour ça. Et je veux qu'on reste comme ça parce que il faut qu'on continue d'évoluer et il faut que la clientèle reste jeune, en fait. Parce que si on vieillit avec sa clientèle, je crois que c'est le début de la fin. Est-ce que c'est facile de rester 10 ans dans un groupe qui évolue à une vitesse folle, qui passe, tu vois, enfin... Alors attends, si je recalcule, on est en 2025, donc tu es arrivé en 2015, et moi j'étais en stage en 2013. Donc tu vois, si je repense au groupe Voltaire de 2013 et que je le regarde aujourd'hui, et moi la dernière fois que je suis venue dans les locaux, c'était bien il y a 4-5 ans, donc tu vois, c'était il y a déjà un moment. L'évolution, elle est absolument...
significative. Enfin, c'est plus du tout la même structuration, c'est plus la même entreprise, clairement. Est-ce que c'est facile de grandir en même temps qu'une boîte qui passe de quelques dizaines de salariés à plusieurs centaines, qui passe de un marché où tu vas 2 marchés focus à plusieurs marques avec plusieurs focus, avec des groupes, avec des départements, avec quelque part des hiérarchies, des strates. Comment toi, tu as fait pour t'adapter aussi et pour trouver ta place dans un écosystème qui est en permanence en train d'évoluer? On dit souvent que la société, elle n'est pas faite pour tout le monde. Quand on fait des recrutements, quand on discute ensemble de l'avenir, on voit les profils qui peuvent s'épanouir, très clairement, s'éclater chez nous, et ceux qui vont se sentir complètement perdus, bridés, ou enfin vraiment pas dans leur élément. C'est souvent les profils qui ont un peu l'âme entrepreneur qui sont bien chez nous, parce qu'il y a cette liberté, cette ambition, cette envie d'être toujours meilleur. C'est d'ailleurs notre ligne de conduite, c'est être les meilleurs et les plus innovants dans la salle de sport. Ça veut tout dire, on se réveille tous les matins pour être les meilleurs et les plus innovants. Ça passe par la remise en question, ça passe par l'humilité, ça passe par cette ambition d'aller plus loin, ça passe par l'amour du sport, par l'écoute des cavaliers, parce que très clairement, sans eux, on n'avancerait pas. Et en fait, on se rend souvent compte qu'on attire des profils complètement différents, mais ils ont tous cette envie d'être les meilleurs. Je pense que Brice l'inculque parfaitement bien, c'est la personne la plus humble que je connaisse. Pourtant, je l'admire. C'est quelqu'un qui est énormément ambitieux, qui a toujours envie de faire mieux, toujours pour les cavaliers, pour les chevaux, pour ses salariés. En fait, j'ai 15 000 choses à dire sur la société qui sont positives, tellement tous les jours, il essaye d'améliorer les choses. Et c'est un peu comme les cavaliers de haut niveau, ils sont constamment dans la remise en question, dans comment je peux améliorer et gagner ces 2 secondes pour le barrage, comment je peux faire perdurer mon cheval en concours complet, voilà, il y a plein d'enjeux, et c'est ceux qui se posent les bonnes questions qui perdurent pour moi. Et vraiment, on voit chez nous que ceux qui restent, ils s'éclatent parce qu'ils ont l'impression que c'est leur boîte. Alors attention, on est bien conscient de qui tient les rênes, mais vraiment, quand on rentre dans cette société, on sent très vite l'état d'esprit. Et j'ai envie de dire c'est facile parce que c'est naturel. Soit on s'y sent bien, soit on voit tout de suite que ça va pas le faire. Et c'est une entreprise qui a évolué. Oui, complètement. C'est une entreprise qui a évolué très vite, comme tu le dis, mais qui aussi est capable de partir sur un chemin A, se dire « Ah bah non, finalement on va au B, non, on va aller au D, c'est vachement plus sympa. » Et qui n'a pas peur de le faire, qui prend des risques. Donc ça ne correspond pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais si on est dans cet ADN, on s'éclate de A à Z. Il y a d'autres choses qui, pour moi, vous caractérisent vraiment. Et alors ça, je m'en suis plutôt rendu compte en lisant, tu vois, ce que tu écrivais sur LinkedIn ou ce que Brice pouvait partager sur LinkedIn. C'est vraiment les engagements et les valeurs RSE que vous poursuivez. Il y a plein de choses. Alors moi, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est que, donc, il y a 4-5 ans, quand je suis allée visiter vos nouveaux locaux, qui, j'imagine, ont dû énormément changer depuis, mais déjà, j'étais dans le sud-ouest et puis je suis allée déjeuner avec Brice et on a visité les locaux. Et vous aviez une salle de sieste. Et là, je me suis dit, mais attends, mais je n'ai jamais vu une entreprise qui a une salle de sieste, tu vois. J'étais là, oh waouh. Et je me suis dit, ok, donc là, c'est une autre dimension. Et bon, ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça vraiment significatif. Et puis après, je me suis rendu compte que vous aviez été une des premières entreprises françaises. En tout cas, vous faites vraiment partie du premier lot à tester la semaine de 4 jours. Ce qui, pareil, est une évolution considérable dans le management, dans la façon de construire une entreprise, un staff, de le piloter. Et plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Je sais que le groupe Voltaire est devenu une entreprise à impact, ce qui a une réelle signification juridique, économique. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, c'est une société à mission. C'est un label qu'on acquiert quand on se met un objectif à but non lucratif. Nous, notre objectif, c'est d'être les meilleurs pour le monde et dans le monde de la salle de sport. Donc, on a des enjeux RSE clés, que ce soit déjà sur notre matière première, qui est le cuir, qui est quand même partie intégrante de notre produit. On a des enjeux clés sur nos salariés. Tu l'as dit, la semaine de 4 jours, c'est hyper innovant. Il y en a beaucoup à l'étranger, mais en France, c'est quand même quelque chose qui est pas commun.
Et aujourd'hui, ça se passe super bien. C'est pas parce qu'on est passé à la semaine de 4 jours qu'on a arrêté notre croissance, qu'on n'a pas accru notre productivité. Au contraire, on s'est posé les bonnes questions sur notre façon de s'organiser au travail. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça qui font que... c'est sûr, la RSE, comme on entend souvent ce mot un peu vulgaire, chez nous c'est omniprésent, mais c'est naturel, c'est pas réfléchi pour rentrer dans des cases ou être à la mode. C'est incarné par Brice, qui est le fondateur et qui a cette vision et cette envie d'être meilleur pour le monde aussi. Donc c'est quelque chose qui est au quotidien ancré par tout le monde, donc qui est porté par des gens bien évidemment, mais par exemple chez nous on n'a pas de RH. C'est les managers des équipes qui recrutent. Ça choque toujours les gens de se dire qu'il n'y a pas de RH dans une boîte qui a plus de 250 salariés. Et pourtant, ça se passe super bien. Oui, les managers gèrent leurs équipes, les recrutent et gèrent aussi les petits problèmes. Et au contraire, on arrive à être proche de nos salariés, de nos équipes, qu'elles soient productives, etc. Donc, c'est vrai que cet état d'esprit Voltaire, comme on dit, parce qu'on est un groupe avant tout, c'est très fort et c'est clairement incarné par Brice. Tout à l'heure, tu parlais d'écouter les cavaliers. Ça, c'est aussi un sujet. Alors, nous, comme tu le sais, on accompagne aussi des entreprises, des marques de la filière équestre dans leur stratégie de communication, dans la stratégie digitale. Et aujourd'hui, une des premières choses sans doute à mettre en place pour une marque de la filière, c'est d'être visible et d'être visible par des ambassadeurs. J'ai quand même la sensation aussi, pour avoir observé ces dernières années, Forestier a une politique aussi très agressive en termes d'ambassadeurs, de représentation. Pareil, j'aimerais bien comprendre aussi à quel moment, comment est-ce que vous vous êtes fait la réflexion de vous dire, maintenant, OK, on a un produit qui est bon, on a le savoir-faire, on a l'artisanat français. Maintenant, il faut que notre produit soit vu chez les meilleurs cavaliers du monde. On avait tout à l'heure Nicolas qui était sur le podcast. C'est vrai que nous, nos ambassadeurs, on les choisit aussi par rapport aux valeurs. C'est quelque chose qui est super important pour nous parce qu'ils incarnent la marque, que ce soit dans leur état d'esprit, dans la personnalité, dans leur performance ou même dans la discipline qu'ils ont choisie. Et chez nous, quand on est ambassadeur, en fait, on vit le projet à fond. On s'implique dedans et on incarne la marque de A à Z. Sans nos cavaliers ambassadeurs, aujourd'hui, on n'évoluerait pas parce qu'on n'aurait pas tous ces retours, tous ces besoins qui nous donnent et qui nous font grandir, qui nous challenge au quotidien, qui fait qu'aujourd'hui, justement, tu peux juger qu'on est agressive. C'est sûr qu'on... Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, vous êtes impactant. On essaye d'être impactant, clairement. On essaye aussi d'être impactant parce qu'on a besoin d'être impactant dans le sport. Aujourd'hui, c'est quand même un marché ultra concurrentiel et si on n'a pas les bons ambassadeurs au bon endroit, c'est difficile. Dans le complet, on a réussi parce que le marché n'était pas très bien adressé. Il n'y avait pas beaucoup de selliers sur le dossier, mais en jumping, il y a beaucoup de selliers sur le dossier. Et pour autant, on arrive aussi à faire nos petits bouts de chemin en choisissant les cavaliers en tout cas, on juge incarnent bien la marque. Donc, c'est vrai que c'est clé pour nous, les ambassadeurs. C'est eux qui nous font grandir, c'est eux qui nous font rayonner. Et on essaye de bien les choisir et de les impliquer à fond dans notre projet. Est-ce qu'il y a dans vos réflexions, quand vous êtes en réunion avec le comité de pilotage, on va dire de la marque, en tout cas les managers et puis la direction de la boîte, est-ce qu'il y a des entreprises hors filière qui vous inspirent, des développements d'entreprises, des structurations d'entreprises, des marques où vous vous dites ça c'est vraiment bien, on a envie de tendre vers ça parce que mine de rien et finalement on reste quand même un marché de niche. On a souvent dans les sports équestres quelques temps de retard par rapport à des grandes marques de sport par exemple, par rapport à d'autres marchés beaucoup plus populaires, beaucoup plus masse. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui vous inspire vous? Quelles sont les marques, quelles sont les boîtes, quels sont j'en sais rien, les événements ou peut-être même les athlètes dans leur façon de communiquer dont vous vous inspirez et que vous essayez de copy-paste, de dupliquer dans la partie sports équestres? On a clairement plein de marques qui nous inspirent, parce qu'on a la chance en France d'avoir de très très belles marques. On fait souvent des parallèles avec les voitures.
Je pense que ça, c'est un peu le côté masculin de Brice. Mais par exemple, nos marques ont des parallèles avec les voitures. Donc on peut dire... Et puis les sports équestres ont un vrai parallèle avec la Formule 1. Clairement. C'est très, très similaire. Clairement. Donc quand on positionne nos marques sur les pays, les marchés, etc., on se dit, bon, bah oui, Forestier peut aller là parce que c'est une image... C'est une image plutôt Land Rover, hyper ancrée, les gens l'aiment, c'est nature, etc. Bon, bah Voltaire, pour aller là, c'est Aston Martin. Voilà, on est vraiment en interne, on se dit des parallèles de voitures comme ça. Et après, au niveau des marques qui nous inspirent, sur Forestier, on aime beaucoup la marque Respire. Qui est proche de ses clients, qui incarne beaucoup de choses, qui innove, qui crée des événements, qui va plus loin qu'être juste une marque de cosmétiques classique. Et c'est vrai qu'on s'en inspire beaucoup pour plein d'événements qu'on essaie de créer, pour l'implication de la communauté, pour la com, très clairement. Donc voilà, c'est la première qui me vient en tête parce que c'est celle qu'on cite le plus quand on réfléchit à des nouvelles campagnes. C'est quoi tes ou vos ambitions pour la marque Forestier pour les 10 ans à venir ? Tu vois, toi, ça fait 10 ans que tu es là, tu as fait déjà un sacré bout de chemin avec la marque. Maintenant, ce serait quoi, dans un monde idéal, utopique, tes rêves les plus fous pour la marque ? Alors déjà, il faut savoir que nos ambitions au début avec Forestier, c'était pas du tout celle-ci. Quand on a repris, on était au bout d'1 an, là où on voulait être au bout de 3 ans. Donc ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, que ce qu'on projetait. Et on a été un peu victime de notre succès. Il a fallu qu'on s'organise super vite, qu'on arrive à tout organiser pour pouvoir répondre à la demande qu'on n'attendait pas du tout aussi forte. Je pense que c'est le côté humble de la boîte qui fait qu'on s'est dit, bon, bah, on va lancer le truc à Paris parce que c'est une histoire, etc. Et en fait, on a eu une vague d'amour pour cette marque qui a fait que, waouh, tout de suite, on a été dans le bain. Notre ambition, elle est de rester dans les sports équestres de façon vraiment très forte, dans les disciplines olympiques, le concours complet bien évidemment, mais aussi le saut d'obstacle, de vraiment s'impliquer dans cette discipline. On a de plus en plus de bons cavaliers et on a envie de les porter aussi sur les prochaines belles échéances. Donc j'ai envie de dire, ça croîtra aussi à l'international parce que c'est toujours un projet de développement quand on a une belle marque de l'emmener à l'international, mais aussi de vraiment s'ancrer dans la discipline du jumping. Tout à l'heure, tu parlais de Grégory Watley, qui est un cavalier maintenant forestier. Pourquoi vous avez choisi ? Alors, nous, on le connaît bien et c'est pas un secret. C'est pas un secret. On adore Grégory. On adore le contact qu'on avait eu avec lui quand on était allé chez lui, qu'on peut avoir avec lui encore. Là, on bosse sur un projet pour un partenaire et on était avec lui tout à l'heure et c'est vraiment quelqu'un qu'on aime énormément. On le trouve très simple, très humble, très ancré dans ses racines. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons-là que vous l'avez choisi ? Je suis sûre que oui, mais... Complètement. En fait, on s'est dit quel cavalier a cette humilité et à la fois ce crédit dans le sport quel jumping. Et ça a semblé comme une évidence. C'est quelqu'un de très humble, qui a commencé de rien, qui s'est créé, forgé, qui a travaillé. C'est un travailleur acharné avec une rigueur. Qui vient de la terre, qui vient vraiment... Enfin, il faudrait... Si vous n'avez pas écouté l'épisode I'm an Equestrian avec Grégory Watley, je vous encourage à l'écouter parce que c'est vraiment quelqu'un qui vient du monde de l'agriculture et qui le porte en lui. Exactement. Et il est... très factuel, très terre-à-terre, étape après étape. Et c'est vrai qu'on est aussi comme ça. On ne se prend pas pour un autre. On se remet tout le temps en question. En tout cas, on essaye de garder cette humilité tout en étant ambitieux, parce que c'est important, mais les deux fonctionnent bien ensemble. Et on trouvait que Grégory, c'était vraiment quelqu'un qui rayonnait dans ce sens-là. On a beaucoup parlé de Forestier. Moi, j'ai envie quand même de finir peut-être cet épisode en parlant aussi un peu de toi, parce que tu es quand même quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je trouve que ton parcours, par ce que tu fais aujourd'hui, par ton côté très entrepreneurial, bien que tu sois salarié de cette boîte, j'aimerais bien savoir aussi... comment est-ce que tu te sens, toi, aujourd'hui, dans ton job, dans ton épanouissement professionnel ? Parce que tu as une vie très active. Ta vie privée, perso, est quand même très active. Tu montes à cheval à très bon niveau. Tu as un mari. Tu as une famille. Comment est-ce que tu as trouvé l'équilibre de tout ça pour aujourd'hui te sentir bien, je l'espère ?
Alors déjà, je me sens très bien. Je crois que si j'avais pas cette vie aussi mouvementée, je serais pas heureuse. C'est ce qui me motive, c'est ce qui fait que je me lève tous les matins, c'est que j'ai plein de choses à faire. D'un côté comme de l'autre, tu parlais du perso avec le côté équestre. C'est ce qui fait que je me lève tous les matins, monter à cheval. Et pourtant, j'ai pas du tout envie d'en faire mon métier. Je veux que ça reste une passion. J'ai cette foi vers le haut niveau parce que j'y ai un peu touché et que j'ai adoré faire de très très beaux concours et d'être avec de super cavaliers, le staff, etc. Mais c'est vrai que le projet entrepreneurial me booste encore plus. J'en rêve la nuit, je réfléchis tout le temps à qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, vers où on va aller, comment on va le faire, avec quelle équipe. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément et j'ai besoin de ces deux côtés-là. J'ai toujours jonglé entre les deux, que ce soit dans mes études où j'ai choisi de faire par le CNED à distance et de continuer pour autant avec le bac et un bac plus 5 derrière. Et ça m'a jamais gênée de faire les deux en parallèle. Et je pense que c'est une force. Je pense qu'aujourd'hui, ça m'a forgé et c'est ce qui fait que je suis un peu dure au mal dans le travail. C'est que je peux travailler jour et nuit et parce que ça me passionne, parce que j'aime ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été forgé par mon père, en fait, qui a passé toute sa vie à travailler, finalement. Il est dans l'événementiel, donc forcément, on compte pas ses heures. On est tout le temps en train de réfléchir à des nouveautés, à qu'est-ce qu'on pourrait créer. On est passionné. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question de combien d'heures j'allais travailler dans la journée. Mais en fait, je suis heureuse d'être stimulée et d'être tout le temps dans le jus. C'est ça qui me rend heureuse, en tout cas aujourd'hui. Et aussi, j'ai la chance d'être dans une boîte extraordinaire avec quelqu'un d'extraordinaire qui l'amène. Donc, c'est très stimulant, même intellectuellement. J'ai besoin de ces deux aspects. L'aspect sport que je fais beaucoup moins aujourd'hui, mais qui reste important pour moi, et l'aspect intellectuel, on va dire, avec la partie entreprise et projet pro. Merci beaucoup, Barbara. Merci, Barbara. Est-ce que tu as un message à adresser aux gens qui vont t'écouter, que ce soit des cavaliers forestiers, j'allais dire des clients maintenant, des cavaliers forestiers ou pas encore des cavaliers forestiers? J'espère que la marque vous parle, qu'elle incarne quelque chose et qu'elle véhicule du positif, déjà pour les sports équestres, mais aussi pour tout l'univers qu'il y a autour, l'artisanat français, les marques françaises qui ont aussi besoin d'être soutenues. Si vous avez la moindre question ou des envies, n'hésitez surtout pas à aller voir nos experts en selle qui sont sur le terrain et dans toute la France. Ils sont à votre disposition et il n'y a pas de souci pour aller les voir, ils sont très sympas, ils ne mordent pas. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi sur les réseaux si vous avez besoin. Comme vous l'avez vu, on est proche de notre communauté, accessible et on a envie de faire rayonner les sports équestres. Merci beaucoup, Barbara. Merci.